Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, ce webinaire est organisé par Agrum. Donc, Agrum, qui est une société de solutions numériques, RH, issue du monde du droit du travail. Donc, la totalité de nos services sont faits par des avocats. Là, on se trouve dans un produit un peu particulier, puisque initialement, Agrum, c'est la gestion individuelle de la relation de travail, donc des contrats jusqu'à la rupture. On va fournir des solutions donc, pour préparer les calendriers de procédure et les actes. Et là, on a attaqué donc, la partie collective, statut collectif, à savoir tous les actes qui vont concerner l'ensemble des salariés. Donc, ça peut être un règlement intérieur, un accord d'entreprise sur le télétravail, une charte informatique, un accord durée du travail, etc. Et dans ce cadre-là, on travaille chaque procédure en déterminant d'abord, en rédigeant ce qu'on appelle chez nous une Bible. On récolte le plus d'informations possible sur le sujet, des informations à la fois juridiques et à la fois pratiques. Et ensuite, on modélise. Et comme on devient relativement spécialiste de chaque sujet, on en profite ensuite pour le dupliquer sur des formats webinars, et demain, ça sera dupliqué sur des formats formation, ce qui nous permet à la fois donc, de parler du fond, donc aujourd'hui le DURP, et à la fois de présenter le produit qui correspond donc à la partie collective, sachant que même si vous n'utilisez pas le produit, en fait, c'est une méthodologie qu'on va vous transmettre et qui est valable même si vous travaillez à la main. Donc voilà, aujourd'hui c'est le DURP, donc une procédure un petit peu particulière puisqu'on n'est pas dans le cadre d'un accord d'entreprise. On va vous mettre les slides. Voilà, on va attaquer directement donc, le DURP, oui. Document unique d'évaluation et des risques professionnels. Donc, on va d'abord aborder la question de l'obligation de sécurité, puis on rentrera dans le vif du sujet sur le DURP en tant que tel, et on vous parlera ensuite donc, de la méthodologie pour l'évaluation des risques. Donc, l'obligation de sécurité, donc, vous devez tous savoir de quoi on parle. L'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C'est une obligation légale. Donc, dans le cadre de cette obligation, l'employeur il doit veiller à ne pas exposer ou limiter l'exposition des salariés aux risques professionnels, par exemple les chutes, les brûlures, les accidents de la route. Et il doit également les protéger en cas de harcèlement moral ou sexuel, de violences physiques ou morales entre collègues, d'un climat d'insécurité ou encore doit veiller à la surveillance de leur charge de travail et ne pas manquer à ces différentes obligations. Donc ensuite, quelle est la on va alterner ouais. Pour essayer d'animer tout ça. Porter l'obligation, il faut mettre donc en place des actions de prévention des risques. Il ne faut pas juste les identifier, il faut agir. Des actions d'information des salariés, de formation alors des salariés, mais aussi des personnes qui vont pouvoir apporter, par exemple, le premier secours, et apporter une organisation et des moyens adaptés. Donc, en clair, il faut réfléchir à qu'est-ce qui peut causer un risque dans l'entreprise et comment informer et comment y pallier. Le Code du travail a prévu des principes de prévention, je vous les listais, mais c'est vraiment du bon sens. Donc, il faut déjà éviter les risques qui ne peuvent pas être évités et les combattre à la source. Je vous donne un exemple, je ne sais pas, vos salariés utilisent des véhicules d'entreprise pour se déplacer chez les clients. Vous ne pouvez pas éviter ce déplacement, mais vous pouvez, par exemple, éviter qu'ils prennent le volant quand ils sont trop fatigués ou quand il y a un risque de conduite en état d'alcoolémique, par exemple. Il faut adapter le travail à l'homme. Donc là, on parle de conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Alors, évidemment, c'est hyper valable dans une usine ou un atelier, mais c'est valable aussi dans un bureau.
Alors, dans un bureau, ça va se traduire plus par avoir une chaise ergonomique, s'assurer que l'écran est à la bonne hauteur par rapport aux yeux, qu'il ne va pas y avoir de problème sur la manipulation de la souris, sur des troubles musculo-squelettiques. Oui, il ne faudra pas trop de violence sur ces termes. Voilà, enfin, il faut encore une fois, hein, c'est du bon sens, il faut se mettre en situation sur les tâches que vont effectuer physiquement les salariés. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique, hein, donc, il faut se renseigner. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux. Encore une fois, on est dans du bon sens. Planifier la prévention en y intégrant notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes. Donc là, par exemple, on peut aussi être sur de l'information ou de la formation. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur la mesure de protection individuelle. C'est une mesure générale. Il vaut mieux un seul blessé plutôt que 10 blessés. Et donner, alors dites pas ça devant un tribunal, hein, évidemment, mais c'est quand même un des principes importants. Et donner les instructions appropriées aux travailleurs. Encore une fois, on retombe sur l'information et sur la formation. Et donc voilà pour la portée de l'obligation. Ensuite, on se pose un peu la question de la nature de la responsabilité. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une obligation de résultat ou d'une obligation de moyens? Donc, pour l'obligation de santé et de sécurité, c'est une obligation de moyens renforcée, c'est-à-dire que l'employeur doit en fait avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir et garantir la santé et la sécurité des salariés. S'il justifie avoir pris toutes ces mesures, on considère qu'il a satisfait à son obligation. Donc, le respect ou non de cette obligation va dépendre du pouvoir souverain d'appréciation des juges qui vont, dans le cadre d'un litige, au regard des éléments de fait et de preuves qui leur sont soumis, apprécier la matérialité des mesures prises par l'employeur, en mesurer l'étendue et l'efficacité pour déterminer si oui ou non l'obligation de sécurité a été respectée. Il faut garder en tête un point important, dans l'hypothèse où il va y avoir un accident ou des risques avérés pour la santé et la sécurité des travailleurs, c'est l'employeur qui doit prouver qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Donc voilà, faut bien l'avoir en tête. Il faut avoir les éléments nécessaires pour prouver tout ça. Alors, j'imagine que vous voyez où on veut en venir, hein. C'est qu'il faut absolument avoir rédigé le DURP. C'est la base. Faut pas, donc, juste, si je reprends un point, on a dans l'imaginaire collectif, on va dire, en tout cas des juristes, l'obligation de sécurité, c'est une obligation de résultat. La réponse, c'est faux. C'est bien une obligation de moyens. Il y a bien la possibilité de dégager sa responsabilité, en tout cas sa responsabilité pénale. Mais pour cela, il faut quand même prouver qu'on a mis en place les mesures les mesures nécessaires pour éviter le risque. Pour démontrer qu'on a pris ces mesures, il faut pouvoir démontrer qu'on les a évaluées, et l'évaluation, elle passe nécessairement par le DURP. Alors, on dit ça pour les DRH qui peuvent nous écouter, mais on dit ça aussi pour les experts comptables qui nous écoutent, qui peuvent répercuter l'information sur leurs clients en leur disant, voilà, ce n'est pas un document qu'il faut mettre de côté. Pourquoi? Parce que l'employeur engage directement sa responsabilité en cas d'accident. Il peut y avoir, donc, on va penser tout de suite à la responsabilité pénale, je ne sais pas moi, par exemple, en cas d'accident de la route, alors que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter que ses salariés circulent dans des conditions de fatigue correctes, par exemple. Ça peut être également des sanctions civiles, mais il peut y avoir d'autres effets que l'employeur ne va pas forcément attendre. Ça peut être, par exemple, le salarié qui se sent en danger dans son travail et qui va demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. Et ça peut être un prétexte. Et là, l'employeur va se retrouver dans une position où il va devoir démontrer qu'il a veillé à la sécurité de cette salarié. Sans le DURP, vous risquez, en gros, vous risquez, vous mettez la tête sous le billot, hein, clairement. Hein. Vous donnez la possibilité à un salarié d'obtenir la rupture du contrat au tort exclusif de l'employeur, donc avec les conséquences d'un licenciement.
C'est pareil avec la prise d'acte. La seule différence, c'est que dans le cas de la résiliation judiciaire, il reste en poste en attendant la décision. Dans la prise d'acte, il a démissionné et puis il essaye de récupérer des sommes, des dommages et intérêts au passage. Vous pouvez être aussi confronté à un refus d'exécuter le travail. Alors là, on va plutôt être dans des situations réellement à risque. Je ne sais pas, moi, un atelier avec des machines dont la sécurité n'est pas, ou l'entretien n'est pas assuré. Derrière le refus d'exécuter le travail, vous avez aussi le droit de retrait, ça va un petit peu ensemble. Mais là, c'est plus organisé. Le droit de retrait, c'est vraiment un ou plusieurs salariés qui vont suspendre leur contrat tant que la sécurité n'est pas assurée sur le lieu de travail. On peut avoir aussi des sanctions pénales, amendes, ou voire en cas de domicile blessure involontaire, ça peut aller un peu plus loin. Donc ensuite, qui en fait va venir contrôler le respect de cette obligation de sécurité et s'assurer que les salariés ne sont pas en danger sur leur poste de travail. Donc, il va y avoir 2 acteurs principaux. Donc, les inspecteurs du travail, ils vont pouvoir contrôler, dans le cadre de leur mission générale de contrôle, les infractions à ces règles. Lors de leur mission de contrôle, ils vont pouvoir justement demander l'accès, notamment au DERP pour réaliser leur mission. Il faut aussi avoir en tête que l'inspecteur du travail peut saisir directement le juge judiciaire en référé, qui aura le pouvoir d'ordonner toute mesure nécessaire à faire cesser donc, le risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur lorsque l'employeur ne respecte pas les règles d'hygiène et de sécurité. Donc ces mesures peuvent aller jusqu'à la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier, et peut être ordonnée avec assortie d'une astreinte. Donc c'est quand même des conséquences qui peuvent être importantes pour l'entreprise, donc il faut les avoir en tête et en tenir compte. Deuxième acteur, donc vous avez le DRITS qui a la possibilité de mettre en demeure l'employeur, donc toujours de prendre toute mesure utile pour faire cesser un danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. Donc cette mise en demeure, elle est écrite, datée et signée, et elle fixe un délai au cours duquel l'employeur va devoir se mettre en conformité avec la réglementation. Si l'employeur ne le fait pas, il s'expose donc déjà à une amende pour ne pas avoir respecté les instructions du DRITS. Et également, l'inspecteur du travail va pouvoir ensuite dresser un procès-verbal constatant l'infraction. Et donc, il va pouvoir donner lieu aux sanctions et à des poursuites comme on vous l'indiquait ci-avant. Donc, l'obligation de sécurité, elle est largement contrôlée. Et donc, c'est important de s'y conformer pour éviter en fait tout risque de condamnation. Alors, parce que si on résume, vous pouvez avoir l'adresse qui se prend dans l'entreprise, vous pouvez avoir l'inspecteur du travail, vous pouvez avoir les salariés qui, en amont, en prévention, suspendre l'exécution du contrat de travail, ou vous pouvez avoir, dans le pire des cas, un accident avec les conséquences pécuniaires ou pénales qui vont s'y attacher, ou vous pouvez avoir un salarié qui va prendre acte de la rupture du contrat au tort de l'employeur pour des raisons de sécurité. Dans tous les cas, donc on voit bien que l'employeur n'a pas la main. Dans tous les cas, le premier document qu'on va regarder, c'est le DERP, parce qu'on va regarder très concrètement si l'employeur s'est penché sur la nature des risques dans son entreprise. Ça se ment. Ok. Donc, le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est quoi? C'est juste un document qui va répertorier l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et qui va assurer la traçabilité des expositions aux risques. En clair, on va évaluer les risques, on va les transcrire dans le document et on va transcrire également les mesures qu'on peut prendre ou qu'on va prendre. Le document unique est obligatoire dès le premier salarié. Donc, encore une fois, ça peut paraître dans les petites entreprises absolument pas la priorité pour l'employeur, mais les risques sont extrêmement importants. C'est le message qu'il faut répercuter quand vous êtes gestionnaire de paie, expert comptable, sur vos petits clients. Le risque est extrêmement important et
la mise en œuvre, enfin la rédaction du DRP, elle n'est pas si lourde que ça dans la plupart des entreprises de type bureau. C'est toujours la même chose, hein, en fait. Évidemment, si on est sur un atelier ou une usine, là, on parle complètement on parle des évaluations qui vont prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qui vont être réévaluées dans le temps de manière extrêmement régulière. Qu'on ait un salarié ou plusieurs salariés, un atelier ou un bureau, il faut avoir le document dans tous les cas. Bon, il y a des sanctions pénales qui sont attachées au fait de ne pas avoir le document, mais ce n'est pas ça qui doit faire peur à l'employeur, hein, c'est vraiment les conséquences. Le fait de ne pas avoir la main dans un risque contentieux qui peut survenir à différents niveaux. Donc, pour ce document unique d'évaluation des risques, le Code du travail n'impose pas de modèle particulier. Donc, c'est à l'employeur de déterminer la forme qu'il entend lui faire prendre, à condition toutefois quand même de respecter 3 exigences. Donc, votre document unique doit en fait regrouper sur un seul support l'ensemble des données issues de l'analyse des risques professionnels qui a été réalisée. Ce document doit faciliter le suivi de la démarche de prévention des risques en entreprise, puisqu'il va répertorier tous ces éléments. Et il doit également reporter en fait tous les résultats de l'évaluation des risques. L'ensemble des éléments analysés doivent figurer dans le support. On ne choisit pas les risques qu'on inscrit et les risques qu'on n'inscrit pas dans le document unique d'évaluation des risques, toujours pour les raisons qu'on a évoquées ci-avant. Donc finalement, en fait, il doit répondre, la transcription de ces éléments dans le document unique d'évaluation des risques doit répondre à 3 exigences. Il y a une exigence de cohérence, de commodité et de traçabilité. La loi n'impose pas non plus de forme écrite ou numérique pour le document unique d'évaluation des risques, mais dans tous les cas, il faut bien s'assurer qu'il répond à un souci de transparence et de fiabilité, de manière à garantir l'authenticité de l'évaluation qui a été menée par l'entreprise. Alors, mise en place. Donc, c'est un travail à faire en fonction de l'entreprise. Hein. Ça ne se fait pas forcément de manière automatisée. Hein. Donc, on va évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans les choix de procédés de fabrication, les équipements de travail. Alors, tout dépend. Voilà, si vous êtes dans un atelier chimique, d'ailleurs des substances, des préparations. Si vous êtes, vous êtes une entreprise de transport routier, il va falloir se pencher un peu plus sur les temps de travail, la fatigue, les risques sur la route, etc. Mais dans tous les cas, imaginez donc un bureau, vous avez des gens qui vont se déplacer dans des couloirs, qui peuvent se heurter. Hein. Ils vont ouvrir des placards, il y a des choses qui peuvent tomber des placards, ils peuvent glisser sur le sol parce que quelqu'un a fait le ménage juste avant et que c'est glissant, ou tomber dans les escaliers parce que c'est mal éclairé, etc., etc. Donc il y a vraiment une appréciation sur site qu'on peut évidemment systématiser, mais qui ne va pas remplacer quand même le fait de se poser 2 secondes avec l'employeur et de réfléchir à qu'est-ce que j'ai chez moi, comment sont configurés les lieux de travail, qu'est-ce que mes salariés utilisent et quels risques ça peut engendrer. Donc, en fait, on fait un inventaire des risques. De cette manière-là, on va vous donner des méthodes. Hein. Ensuite, on va les classer. Il y a des risques qui existent et qui sont pas très importants, donc on va pouvoir écarter. Et sur les risques qui vont être plus importants, on va identifier des mesures donc selon les principes qu'on a évoqués en démarrage, soit pour complètement les éviter, on va remplacer, un matériel, ou on va essayer de les atténuer, risque dans les escaliers, on va mettre de la lumière, ou une rampe, par exemple, de sécurité. Voilà, j'ai tout dit, en fait. Attends, c'est encore un mot. Donc, mise en place. Alors, Laura l'a dit, il n'y a pas la loi n'impose rien de strict sur la façon d'identifier les risques et de les évaluer.
Ce qu'on vous propose, c'est de se référer donc, à un institut qui a été créé pour ça, c'est l'INRS, qui est en charge de l'étude des risques professionnels. Et on en reparlera d'ailleurs pour la mise en place des DURP dans des entreprises un peu plus grosses que des petits bureaux d'une vingtaine de salariés. Nous, ce qu'on a fait, en tout cas, on a essayé de... L'objectif, en fait, c'est de permettre à un expert comptable ou à une entreprise de 20-30 salariés, type bureau, sans équipement extraordinaire, sans risque chimique, sans utilisation de machines lourdes, de pouvoir identifier les risques très rapidement et d'y apporter des... j'ai pas envie de dire des solutions toutes faites, mais un peu quand même. Donc pour ça, on est parti de la typologie des risques qu'on trouve sur le site de l'INRS, vous pouvez aller voir. Donc je les liste, c'est risque de chute de plein pied, plein AIN. Je me prends les pieds dans mes lacets et je tombe. Risque de chute chute de hauteur, pardon. Chute de hauteur, c'est vous avez un chantier, vous avez des passerelles, voilà, quelqu'un qui va tomber le nez de haut. Risque lié aux circulations internes de véhicules et d'engins, ça dit ce que ça veut dire. Risque routier en mission, c'est toujours mon salarié qui est sur la route. Risque lié à la charge physique de travail, donc par exemple du portage. Risque lié à la manutention mécanique, là vous pouvez imaginer quelqu'un dans une pelleteuse par exemple. Risque lié aux produits chimiques, aux émissions aux déchets. Alors, ce n'est pas forcément une usine chimique, ça peut être aussi votre homme de ménage qui va utiliser des produits chimiques ou, je ne sais pas, si vous avez une entreprise d'espace vert, elle va utiliser des engrais. Risque lié aux agents biologiques, voilà, c'est quand même un peu plus rare. On est quand même biologique, en gros, on est sur soit du métier de la santé ou des contacts humains, une infirmière par exemple, ou dans des labos. Risque lié aux équipements de travail, donc là, ça va concerner dès que vous utilisez un outil, la souris par exemple, là on ne la voit pas, mais voilà, vous avez un risque de tendinite, donc vous pouvez y pallier par une souris que je vais devoir utiliser tout à l'heure, malheureusement. Voilà. Donc ça peut être des trucs aussi simples que ça. Risque lié aux effondrements, aux chutes d'objets. Pareil, n'imaginez pas tout de suite l'effondrement d'une partie de votre bâtiment. Ça peut être, vous avez entreposé une mallette un peu lourde au-dessus du placard parce que vous ne l'utilisez pas souvent et elle est très bien là. Pensez au salarié qui va peut-être vouloir prendre du papier de photocopieuse et qui va tirer un peu sur le placard et ça peut tomber. Risque nuisance liée au bruit, ça c'est bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous avez des bureaux à côté d'une autoroute, par exemple, ou du périphérique, il peut y avoir des risques à terme liés au bruit. Ambiance thermique, on parle du chaud ou du froid. Donc, le froid, on va peut-être penser plus, par exemple, dans un restaurant, chambre froide, il va falloir y penser. Mais ça peut être aussi pour les travaux en extérieur. Qu'est-ce qui se passe quand il fait trop chaud? Ou qu'est-ce qui se passe quand il fait trop froid? Risque d'incendie et d'explosion, c'est pareil, c'est pas que dans les usines, ça peut être dans un bureau, incendie, vous avez des incendies électriques, vous avez forcément un plan d'évacuation, des alarmes, comment utiliser les extincteurs et des entraînements. Lié à l'électricité, c'est pareil. Lié aux ambiances lumineuses, je donnais un exemple tout à l'heure, ça va être lié par un mauvais éclairage peut entraîner des risques ailleurs. Rayonnement, donc là on est quand même sur l'utilisation de machines en général. Psychosociaux, alors très important, ça on va les trouver de manière systématique, on parle surtout du harcèlement, burn-out, donc tous les risques, on va dire, modernes, entre guillemets, qui étaient peut-être moins évalués auparavant, mais qui aujourd'hui font quand même le lit de la jurisprudence. Lié aux vibrations, donc pareil, imaginez dans un engin de chantier, par exemple. Risque de heurts et cognements, alors ça a l'air tout bête, mais 2 salariés qui sortent de leur bureau en courant et qui se cognent, il peut y avoir un accident. Et risque lié aux pratiques addictives, donc là, on parle surtout de la drogue et de l'alcool. Attention, ne minimisez pas des risques. Vous pouvez très bien avoir un salarié, je l'ai eu dans un dossier, à qui on a remis une lettre de convocation à entretien préalable et elle a dit qu'elle était tombée dans les escaliers et elle a déclaré un accident du travail.
c'est vrai, c'est pas vrai. Bon, nous, on pense que c'est pas vrai. Mais sans le document unique d'évaluation des risques, on part mal dans le dossier. Enfin, c'est déjà mort, en fait. Donc, après vous avoir fait cet inventaire un peu des différents risques qui peuvent exister dans l'entreprise, comment on évalue en fait les risques au sein de son entreprise? Donc, on évalue les risques en respectant 3 grandes étapes. Donc, l'employeur, il doit d'abord identifier les dangers. Donc là, chaque entreprise va regarder les équipements qu'elle possède, les produits utilisés, les méthodes de travail pour identifier les risques auxquels sont exposés les travailleurs. Ensuite, on les analyse et on les hiérarchise, ces risques. Donc, on fait le lien entre les conditions d'exposition des travailleurs aux dangers et les risques qui en découlent pour leur santé et leur sécurité. Et ensuite, il faut, dans le cadre donc, de cette évaluation, élaborer les mesures de prévention de ces risques qui varient selon les effectifs de l'entreprise. Cette méthode d'évaluation des risques, en fait, elle va vous servir à élaborer votre DERP. Lors de cette évaluation, plusieurs acteurs peuvent être amenés à intervenir. Donc, le CSE et la commission santé, sécurité et conditions de travail, lorsqu'elles existent, sont intégrés aux discussions autour de l'évaluation des risques de l'entreprise. Les salariés qui sont chargés des activités de protection et de prévention des risques professionnels, s'ils existent, sont également impliqués dans cette évaluation des risques. Et le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère doit aussi contribuer à cette évaluation. Donc, c'est un dialogue entre tous ces acteurs peut permettre en fait de mieux identifier les dangers et les risques présents dans l'entreprise. Alors, ça, c'est ce que dit la loi, hein, mais très simplement, dans une petite entreprise, faites relire votre projet de DERP aux salariés, hein, ils auront peut-être des idées, et au moins, c'est aussi une phase d'information. Et les impliquer aussi dans la culture de la gestion du risque, ça peut être que bénéfique. Hop. Alors, c'est moi. Contenu. Contenu du DERP, comme on l'a dit, il n'y a pas de modèle. Donc, l'idée, c'est de vous en fournir un, évidemment. Il existe quand même des modèles sur le site de l'INRS. Je vous invite à aller le voir. En fait, c'est super bien fait, hein. Il y a c'est des questions-réponses qui sont faites par secteur d'activité. Alors, nous, on le trouve extrêmement bien fait, mais ça prend quand même du temps. Vous verrez, il faut prendre risque après risque, détailler les sous-risques, en fait, et derrière, il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées. Mais rien que le fait de les lire, de les sélectionner, ça prend un certain temps. Donc, dans ce qu'on vous présentera juste derrière, on a pris une démarche un petit peu différente. Le but, c'est vraiment d'aller dans des petites structures, dans lesquelles le DERP, c'est vraiment pas la priorité, et de pouvoir le mettre en place sans prendre trop de temps, mais quand même en permettant de sensibiliser. Alors, je pense toujours à expert comptable vers l'employeur, hein, mais ça peut être l'employeur directement, hein. L'idée, c'est vraiment de le sensibiliser au risque, de lui dire, voilà, vous, en tant qu'employeur, vous avez un risque si vous n'avez pas ce document-là. Maintenant, ça ne coûte pas grand-chose de le mettre en place. On va vous en donner un qui va être fonction de votre activité, mais au-delà de la simple forme de signer le document et de l'afficher, derrière, on vous invite quand même à réfléchir sur ce qui est indiqué dedans et à l'appliquer, en fait, à l'adapter et l'appliquer. Donc, c'est la méthode qu'on va vous donner. Donc, on élabore le contenu du DERP. Le CSE, il est consulté préalablement à la mise en place du DERP. Donc, vraiment, il faut que ce soit fait avant que votre document soit prêt, finalisé et diffusé. Une fois qu'il est établi, le DERP, il est transmis au service de prévention et de santé au travail. Il y a un avis qui est également affiché à une place convenable et accessible sur les lieux de travail qui indique aux travailleurs et aux différentes personnes qui peuvent y avoir accès les modalités d'accès au DERP.
Pour les entreprises qui sont dotées d'un règlement intérieur, donc en général celles qui ont plus que 50 salariés, cet avis il est affiché au même endroit que l'emplacement qui est réservé au règlement intérieur. Je précise un point. L'article L4121-3, il est dans le livre, dans le Code du travail, c'est pas le livre, c'est la section, qui concerne les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, l'obligation formelle de consulter le CSE, elle n'est que pour les grandes, pour les entreprises de plus de 50. Dans les entreprises, alors si vous ne consultez pas votre CSE dans les entreprises de plus de 50, vous risquez d'avoir quand même un effet juridique extrêmement atténué. Hein. Mais même dans les entreprises de moins de 50, impliquer le CSE, je dirais, ça ne coûte rien. Et de toute façon, on vous invite à impliquer au-delà du CSE tous les salariés de l'entreprise. Le CSE, il a quand même un point un petit peu particulier, c'est que, alors, dans les plus de 50, il a une compétence directe en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et il a une formation pour cela. Et aujourd'hui, cette formation, elle s'applique également dans les entreprises de moins de 50. Donc, vous avez tout intérêt à impliquer le CSE, quoi qu'il arrive. Ouais, mise à jour. Hein. Donc, le CSE, il faut aussi l'appliquer dans les mises à jour. Sachant que la loi vous indique qu'il faut mettre à jour votre document au moins chaque année dans les entreprises d'au moins 11 salariés, mais également lors de toute décision d'aménagement important. Et lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation du risque est portée à la connaissance de l'employeur. Donc, en clair, c'est un document qui est vivant. Il ne faut pas le laisser dans un coin. Il faut au moins être en mesure de démontrer qu'on est revenu dessus régulièrement. Donc, la meilleure façon de le démontrer, c'est le PV dans les entreprises de plus de 50, le PV de consultation au moins annuel sur la question de gestion des risques. Et dans les entreprises de moins de 50, si vous en parlez à vos représentants du personnel, ça sera indiqué dans le livre de questions-réponses et vous matérialisez une preuve du suivi du document assez facilement. C'est important, ça ne sert à rien d'avoir un document affiché s'il n'a pas bougé depuis 4 ans et que vous vous retrouvez dans un cas de contentieux qu'on a évoqué tout à l'heure, la portée juridique du document va être extrêmement atténuée. Donc, on le met à jour, ce document, mais également on le conserve. Le DERP et ses versions antérieures doivent être tenues à la disposition d'un certain nombre de personnes pendant une durée de 40 ans à compter de son élaboration. Donc, c'est relativement long, mais il faut l'avoir en tête et ça permet en fait d'avoir une traçabilité des risques et de la prévention, etc., qui a été menée autour pendant, du coup, 4 décennies, ce qui est quand même assez long. Donc, le DERP, il doit être tenu à la disposition des travailleurs, des membres du CSE, du service de prévention et de santé au travail, des agents d'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail et des inspecteurs de la radioprotection. Il doit également être tenu à la disposition des anciens travailleurs pour les versions qui étaient en vigueur au moment où ils étaient présents dans l'entreprise, et la communication de ces versions peut dans ce cas être réservée aux risques qui concernaient leur activité. Voilà, ça peut être par exemple le cas d'un salarié qui va avoir des problèmes après avoir quitté l'entreprise et qui va vouloir transmettre ces informations aux professionnels de santé en charge de son suivi médical pour identifier si sa santé peut-être peut avoir été causée en tout ou partie par l'exposition à un risque à un moment donné. Hop. Ouais, c'est là où hop. Alors, pour préparer l'évaluation, oui, donc faut vraiment, si vous faites les choses correctement, il faut mettre en place une organisation spécifique. En clair, il faut mettre un plan d'évaluation. Il faut savoir qui va être impliqué, donc les salariés, le CSE, l'inspecteur du travail. Est-ce qu'il y a des personnes, des experts, par exemple, sur l'utilisation de machines, voilà.
Donc, nomination toutes les personnes qui vont être impliquées. Il faut identifier également les mesures de formation qu'on va pouvoir mettre en place. Est-ce qu'on fait intervenir des prestataires? Ça peut être des prestataires techniques, mais ça peut être aussi des prestataires qui vont vous aider à mettre en place l'évaluation des risques et la rédaction du document. Est-ce qu'on met des moyens financiers? Est-ce qu'on utilise des outils spécifiques? Et comment on va communiquer auprès de l'encadrement et des salariés de l'entreprise? Donc, on parle d'information, mais également de formation. On l'a dit tout à l'heure, la loi prévoit déjà l'implication de certaines personnes, le CSE, la commission santé, sécurité, conditions de travail quand il y en a une, et les salariés chargés des activités de protection et de prévention des risques professionnels. Ah, c'est encore moi. Oui. Comment on évalue? Alors là, on rentre un peu dans le dur. Donc, encore une fois, il n'y a pas de règles, il y a des principes directeurs qui sont établis par le Code du travail, mais il n'y a pas de règles impératives à suivre et vous pouvez les adapter en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise, des gens que vous avez, tout ce que vous allez déterminer dans le plan en fait, initial. Mais bon, en général, il faut commencer par identifier les risques. Les risques, vous allez les identifier en analysant les postes de travail, en effectuant éventuellement des mesures. Par exemple, pour le risque lié au bruit, aux vibrations, il faut mesurer, sinon ça ne sert à rien. Il va falloir parler avec le personnel, on en a déjà parlé. Il va falloir également contrôler ce qui a déjà été fait. Et est-ce que les règles sont respectées? J'ai identifié des risques de chute. J'ai demandé à mes salariés de porter des casques ou des harnais de sécurité. Est-ce qu'ils le font? Et aussi, quand il y a malheureusement eu un incident ou un accident, en tirer les conséquences et analyser ce qui aurait pu être amélioré ou ce qui n'a pas fonctionné. Alors, on l'a trouvé quand même dans une circulaire, mais on trouve que c'est très pratique, c'est d'évaluer ces risques unité de travail par unité de travail. On comprend très bien que les risques ne vont pas être les mêmes sur un chantier que dans un bureau, que au volant d'un camion. Donc, le mieux, c'est d'abord identifier ces unités de travail. Qu'est-ce que j'ai dans mon entreprise? Quel type de travail? Ce n'est pas forcément géographique, ça peut l'être. Déjà, une fois qu'on a catégorisé ces unités, on va pouvoir appliquer des échelles de risque. Donc, on est dans le deuxième point, l'analyse des risques. Et vous verrez, quand je suis dans un chantier, je vais avoir souvent les mêmes risques. Quand je suis sur un parking, ça va être des risques différents, dans des bureaux, etc. etc. Et une fois que vous avez fait ce travail, on va les hiérarchiser, c'est important. Encore une fois, il y a des risques qui existent, mais qui sont peu importants et on ne va pas forcément en tenir compte. Il faut quand même montrer qu'on y a pensé et qu'on l'écarte, et expliquer pourquoi on l'écarte. Quand vous arrivez au bout de ce processus, vous allez pouvoir rédiger votre document. Ouais. Parce que je vois l'heure qui tourne aussi. Ouais. Okay. Donc du coup, assez rapidement pour la description des risques, donc comme Quentin vous l'indiquait plus tôt dans le webinaire, l'INRS a mis à disposition une brochure qui va dresser donc une description des 20 principaux risques qui vous ont été cités ci-avant. Pour chaque risque professionnel, vous avez la description du risque et ensuite des exemples de situations dangereuses et une liste d'exemples de mesures de prévention. Pour rédiger votre DUERP, vous pouvez tout à fait partir de ce modèle pour chaque risque que vous aurez identifié dans votre entreprise. Donc là, par exemple, pour le risque de chute de plein pied, vous avez toute une liste de situations dangereuses qui sont identifiées, qui vont correspondre à ce risque. Donc, par exemple, des sols glissants ou rendus glissants par de l'eau, des déversements ou des salissures, des espaces de circulation qui vont être encombrés, un éclairage insuffisant, une largeur insuffisante des espaces de circulation et ainsi de suite. Et à côté, vous avez des exemples de mesures qui peuvent être prises pour réduire les risques. Donc, par exemple, concevoir ou adapter les espaces, choisir des sols ou des éclairages qui vont être adaptés, les maintenir en bon état, prévoir des zones de stockage pour ne pas encombrer les zones de circulation, et ainsi de suite. Donc, pour réaliser le DUERP, nous, sur Agrumes, on est en partie de cette brochure pour permettre d'identifier tous ces éléments.
Et du coup, ça fait une belle transition. Je vais laisser la main à Colombo pour vous présenter la procédure qui est en place sur Agrumes et vous expliquer son fonctionnement. Alors, je vais vous partager. Encore une fois, ce n'est pas une démo commerciale, hein, c'est vraiment pour vous donner la méthode qu'on propose. On ne prétend pas remplacer ce qu'a fait l'INRS, hein, qui est vraiment un travail extrêmement important qui a été fait sur de longues années avec des gens de métiers différents. Quand vous êtes sur une approche, on va dire, je n'ai pas envie de dire sérieuse, parce que ça dénigre le document dans les plus petites structures, mais quand vous avez des risques d'usine, d'atelier, avec un certain nombre de personnel, que vous avez des représentants syndicaux, c'est un travail que vous n'allez évidemment pas faire en quelques clics sur Agrumes. Nous, ce qu'on vous propose, c'est des méthodes rapides, dans des configurations assez établies, assez restreintes, dans lesquelles on va pouvoir systématiser un certain nombre de risques et un certain nombre de solutions. Vous pouvez très bien imaginer, par exemple, un café-restaurant, un bureau, un petit atelier. Mais voilà, si on est en train de parler des entreprises Michelin, évidemment, ce n'est pas Agrumes que vous allez utiliser pour faire le DURP. Et là, vous pouvez aller voir sur l'INRS. Encore une fois, c'est très, très bien fait. J'y vais ? Vas-y, c'est bon. Donc, tu peux utiliser ça si tu veux. Non, c'est bon. Alors, déjà, tout ce dont on vient de parler, vous allez le retrouver dans la partie description. Pas besoin d'avoir un Agrumes pour ça. À la fin du webinaire, c'est le support en fait qu'on vous transmettra et vous aurez tout le détail juridique de ce qu'on vous propose. La partie juridique du DRP, mais surtout l'évaluation des risques. Ici, vous avez les méthodes qu'on a évoquées très très rapidement. En plus, vous aurez un joli format. Et la description des risques. Donc, c'est là où on a vraiment cette logique. J'ai une situation dangereuse. Alors, j'ai un risque général, par exemple, chute de plein pied. J'ai des situations dangereuses, des cellules glissantes, une largeur insuffisante des espaces de circulation, des gens qui risquent de faire leurs tâches en marchant. Et je vais réduire les risques. Je vais entretenir mes espaces. Je vais mettre du matériel adapté en évitant de laisser des câbles traîner ou sensibiliser mon personnel pour éviter qu'il travaille en marchant. Alors là, on est sur des trucs qui peuvent paraître un peu du b.a.-ba, mais l'important, encore une fois, c'est de pouvoir démontrer que vous avez pris le risque en considération. Vous l'avez peut-être écarté en considérant que ce n'était pas très important, ou alors vous allez donner une mesure qui peut être extrêmement simple, comme donner l'instruction que ça soit constamment nettoyé. Ou de mettre le petit panneau affichage, attention, nettoyage en cours, sol glissant. Et évidemment, vous aurez des choses beaucoup plus importantes sur, par exemple, les risques routiers. Si vous avez des déplacements fréquents, veillez au temps de repos, à s'assurer de l'entretien des véhicules, d'avoir un mode de rémunération, par exemple, ça peut être même dans les petites structures. Voilà, vous ne faites pas un paiement à la course. Si vous faites un paiement à la course pour les Pizza Hut, ayez quand même en tête que ça risque d'inciter les salariés à ne pas respecter le code de la route, par exemple, ou de conduire trop vite. Alors, encore une fois, il faut être pragmatique et bien se mettre dans la situation de l'entreprise. Donc, bon, on ne va pas tout redétailler, ça prend du temps. Et justement, c'est ce qu'on essaye de vous faire gagner. Alors, comment ça fonctionne? Donc, encore une fois, en termes de méthodo, on va prendre tout ce qui est procédure, évidemment. Raisonner par unité de travail. J'ai un client, je suis chef d'entreprise, qu'est-ce que j'ai chez moi? Alors, on a essayé de synthétiser, mais évidemment, ce n'est pas exhaustif et ça peut être inadapté. Mais à titre d'exemple, un atelier, un bureau, un cabinet médical, un chantier, un commerce, un travail à domicile, ce qui n'est pas forcément le télétravail. Les entrepôts, les espaces agricoles, les espaces verts, c'est pas la même chose. Les établissements de soins, les hôtels, laboratoire, magasin, parking, poste itinérant, restaurant, bar, télétravail, transport, travail chez des tiers, usine. Et de l'autre côté, je vais avoir des activités.
je vais avoir de l'accueil du public, je vais avoir de l'activité exposée au bruit, de l'activité exposée à des rayonnements, exposée à des risques incendies, conduite de véhicules, conduite d'engins, contact avec des personnes vulnérables, agents biologiques, chimiques, port de charge, travail en extérieur, hauteur, horaire atypique, entreprise extérieure, open space, écran, zone froide, télétravail, utilisation de machines, utilisation d'outils. Alors, je ne sais pas si vous commencez à voir où on veut en venir, mais voilà, l'idée, c'est que lorsque vous êtes sur, par exemple, un atelier, alors, oui, il faut valider. Oh. Il est reparti en bas. Sur un atelier, je vais probablement, mais pas forcément, il faut quand même rester dans son dossier, probablement avoir des activités exposées au bruit, des activités exposées à des risques incendies, contact avec des produits chimiques. N'oubliez pas, hein, il y a, même si je suis sur un atelier, je ne sais pas moi, de une bijouterie, je vais peut-être avoir quand même quelques produits pour nettoyer. Soit directement l'outil de travail, soit les locaux. Hein. Port de charge, travail en hauteur, utilisation de machines, utilisation d'outils. À partir de chacun de ces éléments, en fait, on va en déduire des mesures. Alors, on les a mises en déjà prises parce que ça va plus vite. Hein. Normalement, vous allez plus souvent mettre à jour votre DURP que le faire. Mais on va sortir une liste, en fait, des mesures qui vont être liées au risque que vous avez ici. Donc, on ne va pas tous les reprendre, mais n'oubliez pas, chute de plein pied, chute en hauteur, liée aux circulations, routier en mission, etc., etc. Donc, si dans mon exemple, si j'ai une activité exposée au bruit, activité exposée au risque d'incendie, etc., pour ma risque de chute de plein pied, bah, j'ai probablement ces mesures à prendre. Attention à l'éclairage, attention aux obstacles, veiller au bon entretien des sols, prévoir un revêtement de sol antidérapant, etc. C'est là où il faut se mettre en situation et penser, soit vous le faites pour votre client si vous savez qu'il travaille dans des bureaux, soit vous lui posez directement la question. Hein. Mais est-ce que, par exemple, j'ai des nez de marche antidérapantes chez moi? Si j'ai pas et qu'on pense que c'est une bonne idée, vous le mettez dans mesure à prendre. Ouais, bon, super. C'est pas facile avec ta souris. Si par contre, installer un éclairage automatique à détecteur de présence, c'est pas d'actualité, vous supprimez. C'est l'idée vraiment de présenter l'ensemble des mesures qui vont être liées à un risque en fonction d'une activité qui va être liée à une unité de travail. Et ensuite, vous faire poser les questions très rapidement sur ces risques-là. Et ensuite, vous posez la question, est-ce que la mesure a déjà été prise ou est-ce qu'elle est à prendre? Ou est-ce qu'elle est inutile? Et ce travail-là, vous allez le faire post-unité de travail par unité de travail. Encore une fois, ça vise les petites structures. Donc, en général, quand vous êtes sur un bureau, par exemple, vous allez simplement cliquer « Bureau ». Il est tout en haut. Il est tout en haut. Ouais, Ah, oui, merci. Donc, je régénère. Bureau, on va être sur les risques incendies. Vous avez forcément des extincteurs, un plan d'évacuation et des entraînements. Vous avez du travail sur écran. Mais chez moi, j'ai peut-être du télétravail. Donc, vous cliquez. Et automatiquement, on va reprendre les éléments par rapport aux activités. Si vous avez un bureau, vous avez peut-être un parking. Alors, pensez à une unité de travail, encore une fois. Parking, est-ce que j'ai des gens qui travaillent réellement sur le parking? En clair, est-ce que j'ai quelqu'un qui va être, par exemple, à vérifier les entrées et les sorties? Si ce n'est pas le cas, on n'est pas du tout en train de parler de simplement le salarié qui travaille dans un bureau et qui va passer sur le parking. Imaginons que, en fait, je suis un restaurant, j'ai des bureaux et j'ai également mon restaurant. Donc, ça va impliquer un certain nombre de risques, d'activités supplémentaires, donc un certain nombre de risques supplémentaires qu'on va relister derrière. Mais attention, vous n'allez pas avoir la même approche pour les risques de chute de plein pied, par exemple, dans le bureau, où clairement, c'est juste s'assurer que les espaces sont bien entretenus et libres et bien éclairés, que dans le restaurant, où vous avez des serveurs qui vont circuler à toute vitesse et qui risquent de chuter avec ce qu'ils portent dans les mains, les risques de coupure, ou ça peut être des risques, je ne sais pas,
on parlait des risques de heurts, par exemple. Ça peut paraître débile dans un bureau de deux salariés qui se cognent. Dans un restaurant, vous avez une porte qui va séparer la cuisine de la salle où mangent les gens, où sans arrêt, quelqu'un va pousser la porte d'un sens ou dans l'autre. Si vous n'avez pas mis un petit hublot, c'est quasi sûr qu'il y en a un qui va finir par se prendre une porte dans la tête. Voilà, c'est des choses aussi simples que ça, qui peuvent être aussi plus compliquées quand on arrive sur des risques liés au rayonnement, par exemple, ou lorsque vous devez faire des mesures, je pense au son, mais là, c'est que vous êtes déjà sur une étape ultérieure, supérieure, et que vous avez fait appel à des professionnels pour l'évaluation des risques. Juste pour vous montrer ce que ça va donner, donc, en clair, vous listez vos risques de cette manière-là, étape par étape. Donc, vous voyez, par exemple, sur les risques liés à la manutention mécanique, on en a mis dans le bureau, on n'en a pas mis dans le restaurant. Après, c'est à vous de voir si c'est pertinent ou pas. Non, c'est parce que je n'ai pas réinitialisé. Bon, c'est pas très grave. Mais c'est le principe, en fait. On va vraiment vous remplir les choses par défaut. Voilà, si je réinitialise, je vais avoir mes éléments qui ne seront pas forcément les mêmes ici et ici. Une fois que vous avez terminé ce travail de est-ce que mes mesures sont pertinentes, est-ce qu'elles sont déjà prises et où est-ce qu'elles sont à prendre, votre document va sortir automatiquement. Pas ici, puisqu'il est dans la partie calendrier. Pourtant, moi qui l'ai fait. Ici. Donc, vous avez une petite intro. L'intro, elle est là pour répondre en fait aux obligations de l'employeur, pour montrer qu'il a bien regardé. Comment dire, on se prépare à être devant un juge, en quelque sorte. Et ensuite, on va vous répercuter les informations que vous avez conservées ou déplacées ou modifiées, risque par risque et unité de travail par unité de travail. Donc, en clair, une fois que vous êtes habitué sur des espaces répétitifs, voilà, c'est dans votre clientèle, si vous avez souvent des restaurants, souvent des bureaux ou souvent des petits ateliers, ça va aller très, très vite. Voilà, puis on vous donne la procédure, mais il n'y a rien de... pour le DERP, c'est surtout l'évaluation qui prend du temps.